Quel accueil, quelle introduction, merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc évidemment un honneur de vous voir si nombreux dans cette salle et très studieux, j'ai l'impression. Je voulais commencer cette présentation avec une image un peu intrigante, un peu surprenante peut-être, de Klaus Tiemann, qui a été faite en 2017, donc à Kiruna, dans le nord de la Suède. Et c'était pour commencer un peu cette présentation et parler de réemploi, de réemployer le déjà là, et de s'intéresser à regarder un peu des récits, des méthodes, des façons de travailler. Donc c'est un bâtiment que vous voyez là, qui est en mouvement, pour être relocalisé dans le nouveau Kiruna, une ville minière dont je parlerai un petit peu plus dans quelques instants. Évidemment, ravi et reconnaissant d'être à Montréal ce soir, si bien entouré, et puis surtout après une journée passionnante. Je pense que beaucoup des sujets que je vais aborder ont été aussi abordés dans la journée, donc il y a pas mal de réflexions qu'on pourra faire ensemble aussi après. Je vais vous parler un peu du chemin parcouru, donc de l'agence White Architecture, ou Architecture, les deux fonctionnent, et que je représente donc à travers finalement un ensemble de projets qu'on a réalisés à plusieurs échelles, et donc pour lesquels je suis finalement un peu un humble représentant ce soir. Donc réemployer le déjà là, récit et méthode, c'est en fait vouloir faire une synthèse d'une série d'actions, de questionnements que je vous propose qu'on évoque ensemble à travers plusieurs géographies de projets, à travers plusieurs disciplines réunies dans l'agence. Et finalement, qui représente pour moi le chemin parcouru, donc la réalisation de certains engagements à la fois de notre modèle d'affaires, mais aussi des engagements environnementaux et architecturaux de l'agence. Donc je vous parlerai un peu de la ville de Kiruna en introduction, de la relation avec White et de l'entreprise évidemment. Et puis, à une échelle toute petite, comment on a essayé de montrer l'exemple finalement avec des projets en réemploi et on essaie de creuser là où on se trouve, donc au sein même de notre agence. Ensuite, à une échelle un petit peu plus grande, celle plutôt du projet urbain, regarder un peu comment on peut rendre visible finalement et montrer le potentiel de réemploi de certains lieux. Aussi quelques outils digitaux, comment on facilite finalement le travail en interne avec des outils digitaux pour le réemploi. Et puis à une échelle plus que celle du bâtiment, donc plus de l'architecte et moins de l'urbaniste ou de l'architecte intérieur comme on aura avant, comment on a pu démontrer avec un projet tous les avantages finalement du réemploi. Et puis, petite provocation pour vous qui peut-être beaucoup êtes architecte. Peut-être qu'il faut aussi se poser la question de ne plus être architecte, ou en tout cas de lâcher le crayon. Je reviendrai là-dessus et évidemment c'est un peu une provocation pour vous et une invitation à la discussion ensuite. Alors, un petit disclaimer tout de suite. Donc, je représente en toute modestie tous ces collègues derrière moi. C'est des photos qui datent un petit peu. Je pense que je ne suis pas dedans. Je travaille depuis 4 ans en entreprise. C'est une entreprise qui, comme tu le disais Bruno, regroupe plus de 600 personnes. Je vous en reparlerai un petit peu. Et puis je veux surtout vous éviter un peu du name dropping à chaque projet. Donc ils sont là. Et je peux bien évidemment, au besoin, vous mettre en relation avec les chargés de projet, des projets donc, que je vais vous présenter, si vous avez des questions plus précises auxquelles je ne pourrais pas répondre. Quelques mots sur moi avant de vous présenter l'agence. Léo Friedman, je suis un architecte français, mais je suis basé à Stockholm. J'ai un parcours à la fois en France et en Suède, donc j'ai un peu cette dualité-là. Je travaille dans le studio de transformation de notre agence à Stockholm, donc on a environ 170 personnes dans l'agence. Mon studio, c'est à peu près 20 personnes, qui regroupent donc en coopération plusieurs types d'architectes, des architectes du patrimoine, des ingénieurs, des spécialistes du patrimoine, également aussi l'architecte royal en charge du château qui est à Stockholm. Comme tu le disais, je suis aussi représentant d'un réseau interne en fait, de recherche et développement, parce qu'on est une entreprise donc, fondée par les employés et financée par ses employés et ses projets. Et donc on a des réseaux en interne de recherche, et je représente le réseau donc, Transformation Circularité qui s'attache en fait au développement et à l'enrichissement de toutes ces compétences, des expériences de différents projets sur ces sujets justement du déjà là, du réemploi, de la rénovation, de la transformation et de tous ces exemples ici. Donc à l'écran, vous avez simplement pour vous situer un petit peu quelques exemples de projets sur lesquels je travaille actuellement. Le musée historique de la marine de Stockholm, qui est donc en bas, qui est une restauration. On est architecte en chef avec une collègue donc, de ce projet-là. Mais aussi la transformation d'une usine en logement à Reutlingen en Allemagne, donc depuis la Suède, en partenariat avec notre agence à Stuttgart, qui est sur un site classé où j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir un rôle à la fois d'architecte, mais également d'assistance patrimoine et assistance réemploi. Donc là, vous voyez les images de ces petits éléments, donc de la poignée. Et puis j'ai aussi la chance de travailler avec l'ambassade de France et leur bâtiment donc à Stockholm.
Je fais également partie d'une génération de jeunes architectes qui se sont formés en fait à l'architecture, entourés des questionnements actuels, donc pour plus de circularité, de maintien de l'existant, et c'est tous ces sujets qui sont finalement devenus pour moi à la fois une thèse de diplôme et une spécialisation. Et c'est finalement ce travail qui m'a amené sur les chemins de White et sur le projet de déplacement de la ville de Kiruna, en travaillant sur les bâtiments que vous voyez derrière, de façon purement théorique, mais en s'investissant finalement sur un travail sur le patrimoine et sur l'architecte Ralph Erskine, qui est donc architecte de cette résidence classée patrimoine remarquable et qui est vouée à la démolition du fait de son emplacement près de la mine. Je reviendrai là-dessus. C'est un travail qui m'a permis dès le début de développer une méthodologie propre, qui est un peu aux frontières entre la restauration patrimoniale, la transformation et puis le réemploi avec un travail de catalogue d'éléments de construction comme base finalement d'une nouvelle architecture. Ça m'a permis aussi de soulever des questions qui me sont très propres et très chères et qui sont aussi intrinsèquement liées finalement à l'histoire de l'agence, vous le verrez, qui sont les enjeux de l'habitat social du XXe siècle et finalement du futur finalement de l'habitat social et de l'habitat pour tous. Avant de vous donner quelques informations d'ensemble sur White, je voulais vous présenter un projet qui pour moi est essentiel pour l'entreprise et pour cette trajectoire finalement de réemploi. C'est un projet donc sur la ville de Kiruna qui, j'estime, a façonné en fait notre vision, notre façon de travailler ces dernières années. C'est le résultat d'une compétition qui a été gagnée en 2013 et qui est en train de se réaliser petit à petit sur le temps long, vous le verrez, et qui, selon moi, a réussi un peu l'exploit d'illustrer ce que l'agence fait de mieux sur un projet d'urbanisme, mais sur un projet qui est plus que de l'urbanisme et qui illustre un peu nos valeurs. Pour vous situer, donc Kiruna, c'est dans le grand nord de la Suède. Là, vous avez une image donc, du projet plus en 2100. Kiruna, c'est donc une mine de fer, une des plus grandes mines de fer d'Europe. C'est une ville qui s'est fondée au début du XXe siècle et dont l'existence a finalement été totalement reliée à l'exploitation de cette mine. Donc ça pose évidemment beaucoup de problèmes par rapport à l'environnement naturel, mais aussi par rapport aux conditions sociales de vie qui sont liées à cette mine. Et cette mine, elle s'agrandit. Et elle a une zone de déformation, c'est la zone que vous voyez avec les petits pointillés. Le centre-ville actuel de la ville de Kiruna, il est situé dans le cercle blanc sur l'image. Le nouveau centre-ville qui faisait donc le sujet de ce concours, c'est le point rouge que vous voyez, qui est déjà construit. Donc vous voyez en bas, vous avez depuis 2014 le cœur de la ville, qui est actuellement sur la photo, n'existe plus, qui est dans la zone de déformation, et puis qui, en 2100, donc un projet long, je vous le disais, est devenu autre chose et s'est déplacé. Donc Kiruna connaît l'une des plus grandes transformations urbaines du temps moderne en Suède. C'est un projet qui suscite énormément d'inquiétude, d'impatience pour les 20 000 habitants de cette ville, et qui suscite évidemment qui pose la question comment déplacer une ville entière sans lui faire perdre son identité et son caractère. Alors c'est le temps qui dira si on a réussi évidemment. C'est un projet de déplacement, mais c'est aussi un projet évidemment à très grande échelle pour nous qui suscite en fait, qui nécessite des compétences multidisciplinaires qu'on sollicite, donc en urbanisme, en paysagisme, en anthropologie, en architecture, en patrimoine, en réemploi, pour nommer que celle-ci. C'est pour ça aussi que c'est à l'image de l'agence. C'est un projet de ville nouvelle donc, qui rassemble beaucoup de nos aspirations. C'est un processus qui a été initié en fait, suite à un dialogue de co-conception qui a permis d'identifier des marqueurs identitaires pour cette ville, pour les prendre finalement, les déplacer et avoir du réemploi dans cette nouvelle ville. C'est également un travail d'augmentation de la densité, pour plus d'échanges et finalement créer la ville arctique, la ville polaire de demain, à échelle humaine, avec un fort travail sur le microclimat, sur le confort en toute saison et l'adaptation au changement climatique. Donc c'est une ville nouvelle qui avait comme objectif et qui a comme objectif de faire la part belle au développement durable, à la durabilité sociale, mais surtout aux identités et spécificités locales et patrimoniales. C'est un projet qui mériterait une conférence à lui tout seul, de par son échelle, ses aspects multiples et complexes. Je vous invite à consulter une exposition qui a le même nom que le projet, Kiruna Forever, qui a été faite au Centre d'architecture suédois de Arkdes. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous faire une petite sélection finalement d'expérimentations de réemploi qui ont été réalisées dans ce projet. Par exemple, le déplacement de bâtiments historiques dans leur entièreté. Alors, ça a été un processus qui a commencé et puis qui s'est avéré être finalement assez facile. Donc, ça a permis de sauver plus de bâtiments. On a aussi l'image de droite, donc une garderie d'arbres. Alors là, c'est des arbres jeunes, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi déplacer des arbres plus anciens pour permettre finalement de peupler un site vierge assez hostile de cette ville nouvelle. Mais c'est également donc, la sauvegarde de symboles, je dirais presque des artefacts de la vieille ville,
comme ces poignées sculptées ou le clocher horloge que vous voyez, qui sont iconiques finalement de l'ancien hôtel de ville de Kiruna, qui est donc situé dans la zone de déformation de la mine et qui est voué à la démolition, qui est déjà démoli. C'est également un projet énorme de documentation, alors à la fois de l'existant qui disparaît, mais aussi des ateliers de co-création, des dialogues qui ont été, comme ici sur la photo, faits avec des écoles de la municipalité, ou encore finalement la volonté pédagogique de préparer donc cette nouvelle ville en mettant des panneaux. C'est une photo un peu comique, mais c'est aussi un travail pédagogique de dialogue qui s'établit et un travail de mémoire. Alors par exemple avec le réemploi de briques de l'ancienne gare qui va être replacé dans la nouvelle. C'est un processus d'expérimentation, un très grand chantier. On n'est pas l'architecte de tous les bâtiments, on est surtout un rôle finalement d'ensemble, on peut dire. C'est un projet, comme je vous le disais, sur le temps long, pour une architecture plus humaine, plus circulaire, qui continue sur les 80 prochaines années et qui commence déjà à sortir de terre. Alors 80 ans, vous me direz, c'est long, oui c'est long, mais c'est aussi 73 ans, c'est aussi l'âge de l'entreprise, donc 73 ans d'engagement et de collaboration communautaire, j'ai envie de dire. C'est une entreprise White qui a été fondée en 51 sur la côte ouest suédoise par Sidney White, donc qui était lui-même un immigré, avec un but finalement d'améliorer la société par le biais de l'architecture. C'est un peu un héritage qui, pour nous, se perpétue dans cette ambition de contribuer à un monde plus durable, qui un peu relie toutes ces identités, toutes ces façons de faire l'architecture. Et c'est des idéaux finalement de coopérative avec des salariés actionnaires qui sont finalement plus forts que jamais. On a le plus grand pourcentage d'actionnaires en ce moment qu'on n'a jamais eu. Et ce qui fait aussi qu'on est, en termes de taille en tout cas, un des principaux cabinets d'architectes en Scandinavie. Mais c'est également 73 ans d'architecture durable et sociale qui commence donc avec la question du logement. Le logement, alors pas social en fait, cette notion n'existe pas, mais c'est entre guillemets ce qu'on pourrait comparer au logement social. Un des premiers grands projets de Sidney White en 1951, c'est à Örebro, avec ce projet Baronbarkana, où l'architecte, en fait, dès ses débuts, essaie de faire des choix architecturaux ciblés. Il remet en question à son échelle le contexte sociétal et architectural en s'interrogeant sur comment allier donc l'industrialisation de la construction avec des logements, avec des ambitions humanistes tournées vers la famille, le développement des enfants, une garantie d'accès à la nature, à la lumière, et une libération alors spatiale finalement du rôle de la femme dans le logement à l'époque. Quelques mots rapides, vous en avez déjà entendu parler, donc environ 600-700 employés, mais surtout 80% d'entre nous possèdent des actions. Il n'y a pas d'actionnaires externes dans notre entreprise, donc on est vraiment comme une coopérative finalement. Cette collaboration, elle se fait donc dans tous les plus grands bureaux, dans toutes les plus grandes villes de Suède, mais également depuis quelques années donc à Stuttgart, Londres et Oslo. Et on a donc une présence en Afrique de l'Est et aussi au Canada avec quelques projets. C'est finalement, j'espère, enfin en tout cas c'est ma vision de cette entreprise, c'est que c'est tous nos objectifs communs environnementaux en interne qui nous relient. Ce n'est pas nécessairement une patte architecturale ou une façon de faire l'architecture, mais c'est plutôt ce climat d'innovation, de remise en question perpétuelle qui nous relie. Mais bien évidemment, c'est aussi des projets sur la table à toutes les échelles, donc principalement là en Europe que je vous présente, avec des matériaux biosourcés, de plus en plus issus du réemploi, des structures bois, des bureaux, des logements, des écoles, des hôpitaux, du paysagisme, de l'urbanisme, vous comprenez, la liste est longue. Architecture d'intérieur, du consulting. Donc c'est une équipe multidisciplinaire sous le parapluie finalement d'un cabinet d'architectes. Je voulais quand même vous faire un clin d'œil local parce qu'on a quand même une présence au Canada à l'échelle plutôt urbaine qu'on espère peut-être pouvoir transformer ou venir au plus proche, évidemment, avec donc actuellement un master plan pour la Chine-Est, pour le groupe MAC, en collaboration avec la CDF, ou un travail sur l'hippodrome de Montréal pour la municipalité, donc avec Ressa de la Bossière. C'est un positionnement qui est le même au Canada, qui se veut finalement comme une architecture du quotidien, une volonté de rendre à la ville sa dimension sociale, patrimoniale et exploiter finalement les potentiels régénératifs des lieux. Et tout cela, c'est animé donc, par les petites photos en noir et blanc que vous voyez, mais c'est une coopérative d'architectes qui se fonde donc, sur une vision qui est celle que tous nos projets, comme tu le disais Bruno, soient régénératifs, neutres sur le plan climatique d'ici 2030, à travers une excellence de conception. C'est une vision finalement d'être au service d'une vie durable par le biais de l'architecture. Pour répondre à ces objectifs, on a effectivement défini donc un cahier des charges, un modèle d'affaires et notamment en ce qui concerne les projets de réemploi qui guident notre pratique. Donc c'est pour ça que nous nous sommes associés donc à Cicibil, que vous voyez défiler derrière moi. C'est un centre de construction circulaire donc fondé par ce partenariat avec également d'autres entreprises, d'autres acteurs de la construction et avec l'Institut national d'innovation Vinnova. Donc Cicibil, c'est à la fois une ressource,
pour des financements de recherche, des publications de guides collaboratifs, une plateforme d'exemple, un marché digital de produits issus du réemploi, un espèce de tout en un, si j'ose dire, ça va être intéressant de suivre son futur également. Là, vous me voyez en train de chercher une fenêtre pour, je pense que ça fait à peu près 50 $ canadiens. Mais effectivement, c'est important de se donner des objectifs en interne, mais sans la confiance de nos clients, c'est difficile de les atteindre. Et pour leur donner cette confiance, il faut évidemment démontrer de notre expérience, montrer l'exemple et essayer de creuser là où on se trouve. Et ça passe finalement par aussi réaliser des projets de réemploi à toute petite échelle, comme ici, donc avec des structures temporaires pour le public, dans un parc près du canal qui est aux abords de nos bureaux de Stockholm, avec finalement une structure de pavillon très simple, uniquement composée de bois et d'assemblage bois, avec des poutres de 200 ans qui ont été réemployées d'une grange qui était déjà vouée à la démolition. Un pavillon, comme je disais, extrêmement simple, mais conçu en fait avec un procédé itératif digitalisé qui nous permet d'utiliser uniquement des morceaux disponibles dans cette grange. Donc avec les éléments restants, et on est très content qui en fait ont permis de fournir un projet qui était déjà en cours d'un client qui avait vu donc ce bois à l'œuvre finalement sur ces pavillons. Mais avant cela, on était déjà finalement allé un peu plus loin aussi en intérieur, donc avec nos bureaux de Kiruna, donc qu'on voulait comme un hub local et citoyen où tous finalement les habitants pouvaient venir pour les ateliers de co-création. Donc, comme je vous le disais un peu rapidement, le réemploi, la réutilisation des matériaux et des objets culturels dans l'ancienne ville de Kiruna, ça constitue finalement une stratégie clé du plan d'urbanisme. Et donc, en occupant un magasin vacant dans le centre-ville existant, c'est un peu cette même philosophie qui a guidé l'agence locale. Donc, on a collecté dans différentes parties de Kiruna et réutilisé des éléments pour construire les intérieurs du studio et leur conférer un peu une identité locale distincte. C'est un assemblage d'objets donc, qui composent cet intérieur, qui couvre des styles et des décennies différentes, avec un héritage historique qui intrinsèquement les relie au caractère émergent de la nouvelle ville. C'est des objets d'origine locale, évidemment, donnés parfois par des habitants qui faisaient partie des ateliers, tels que des meubles, des articles ménagers, et puis qui ont été réaménagés donc, avec des nouveaux éléments. Une autre étape, c'est aussi celle de l'agrandissement de notre bureau à Londres, qui s'est fait beaucoup plus récemment. Donc, il y a un peu une approche différente du travail de l'intérieur et du réemploi en intérieur. Donc, pour vous situer un peu en règle générale, un bureau à Londres est aménagé selon un cycle de 7 ans, donc avec tout le déchet qui s'en suivent, qui sont démolis, remplacés. Voilà. Donc, très conscient de cet impact environnemental, on a essayé finalement d'avoir une autre approche pour pouvoir démontrer à nouveau qu'il est possible d'avoir une autre approche. Et donc, on a réussi finalement à avoir 80% de mobilier issu du réemploi. Donc, à la fois des meubles qui étaient déjà présents dans nos anciens bureaux, mais surtout un approvisionnement de manière assez créative auprès d'autres entreprises, donc qui est très chronophage et c'est aussi un apprentissage. Il faut vous imaginer un peu un bureau qui était tout encapsulé de plâtre, avec une structure qui n'avait rien à voir à ça. Et finalement, le défi pour nous, c'était aussi de se concentrer sur l'amélioration des conditions existantes, c'est quelque chose qui revient souvent dans nos projets, et l'utilisation finalement des potentiels du déjà là. Donc changer aussi sur ce projet-là une mentalité peut-être du réemploi en intérieur, en tout cas s'interroger sur l'esthétique spécifique du réemploi. Est-ce que c'est ce qui... Je vous pose la question aussi, est-ce que c'est ce qui fait qu'on puisse créer plus d'acceptation pour le réemploi? C'est une question un peu ouverte. Mais en tout cas, le projet nous a permis d'acquérir une expérience pratique, donc des défis logistiques, du temps nécessaire à l'approvisionnement des matériaux, cette incertitude finalement des délais, de la qualité, en intégrant au possible, donc, dans ce qui est neuf, des matériaux biosourcés, tels que des panneaux acoustiques en mycélium, des planchers et des menuiseries en bois. Mais l'intérêt surtout, c'est que tous ces projets internes qui sont finalement à petite échelle, mais qui essayent de bouger les lignes, engendrent aussi des expériences qui, à leur tour, nous engendrent des commandes plus ambitieuses, donc, comme le centre culturel Salma, avec 92% de mobilier issu du réemploi. Des bureaux aussi de nos clients, donc à Stockholm, où on est carrément allé chercher du matériau sur leur chantier, sur leur bâtiment en déconstruction, pour venir habiller les meubles, habiller les murs. Et aussi des projets, donc toujours sur l'architecture d'intérieur ici, à une échelle encore plus grande. Donc là, on a
quelques 30 000 m² de meubles reconditionnés, d'intérieur issus entièrement du réemploi pour le tribunal de grande instance de la ville de Malmö, donc la troisième ville de Suède dans le sud. Je ne vous ai pas mis toutes les photos, mais on a des milliers de chaises reconditionnées, tout un travail de documentation et de reconditionnement. Mais à une échelle aussi un peu plus large, toujours dans cette démarche d'accompagnement, on a souhaité finalement partager la passion qu'on a pour le déjà là, pour l'existant, en proposant un service, une méthode de travail pour rendre visible, étendre les champs du possible de l'existant et montrer qu'il est possible de réemployer plus. Donc quand on part de lieux au passé riche en histoire et qui, selon nous, ont plein de potentiel, qui ne sont pas forcément des lieux que tout le monde estime avoir du potentiel, on a déjà l'expérience de projets pour en révéler les qualités. Et comment on s'assure que tous les projets essayent et ont en tout cas cette méthode de travail pour s'assurer d'avoir moins de démolition, plus de réemploi, mais également assurer finalement une durabilité sociale pour des lieux qui sont des lieux en transition. Pour ce faire, on a travaillé au développement d'une méthode d'avant-projet qu'on appelle l'Atlas de transformation, qui collecte les histoires, les mémoires d'un lieu et documente le déjà là finalement pour s'assurer que celui-ci, d'une façon à la fois dématérialisée ou physique, soit présent le plus possible dans le site futur, dans le site densifié. Donc on s'est groupé en équipes multidisciplinaires avec des architectes, un paysagiste, une ethnologue, un écologue et un spécialiste du patrimoine, et on s'est donc lancé dans cette aventure de l'Atlas de la transformation pour un site industriel. C'est ce groupe qui a formulé une méthode qui commence donc par la compréhension, un travail finalement de cartographie des lieux, des différentes époques de construction, des barrières physiques, des traces de l'histoire, juste pour vous en nommer quelques-uns. On s'est aussi engagé à documenter le lieu, à quoi il ressemble aujourd'hui selon plusieurs points de vue. Et on a surtout interviewé énormément de gens, à la fois des passants, mais également différents acteurs qui sont sur le site et qui a donné issue finalement à des interviews de plusieurs heures avec des anciens ouvriers de l'usine qui nous présentent le site, qui nous présentent le portrait historique présent et peut-être futur de leur quartier. Donc ce sont 3 étapes qui, dans cette méthode de travail, constituent une compréhension du lieu finalement. On s'est ensuite attaché à faire une analyse de ce lieu, à faire des fiches bâtiments. Donc des fiches qui s'intéressent à la grammaire architecturale, une étude du patrimoine, une étude des bâtiments du site, et surtout à commencer à nommer leur potentiel de réemploi et identifier les leviers possibles. On a aussi fait une classification illisible, mais transparente en tout cas, qui est finalement comme un lexique avec cet axe, avec toutes les histoires du lieu qu'on a collectées au travers ces ateliers, et qu'on a mis en lumière d'un autre axe qui documente une forme d'expression de ces histoires. Donc, je vous donne une idée très simple pour l'illustrer. Par exemple, on parle de la brique comme un matériau un peu symbolique des usines sur place. Comment s'exprime ce matériau? Il s'exprime en façade, il s'exprime dans des sols. Donc, ça nous a permis de documenter à la fois une géographie et de documenter des histoires. Et à partir de ça, on a fait donc un travail de sélection, d'analyse, de thématisation de toutes ces narrations du lieu. Ce document est à vocation publique, donc c'est un document qui est transparent, qui a cette volonté aussi de laisser les acteurs du futur projet de s'approprier ces histoires qui ont été collectées. Mais on a quand même, par souci pédagogique, voulu thématiser et montrer des exemples. Donc pour vous en donner juste un, la présence des marteaux-piqueurs dans le sol, elle se voit par des trous. C'est donc un site d'usine où il y avait des tests réalisés dans la roche. Donc ça peut donner, alors pas un réemploi direct, mais un réemploi peut-être dématérialisé. En tout cas, cette idée du trou peut revenir dans d'autres sujets dans le futur. Pour ne citer qu'une des dizaines de thématiques illustrées. C'est en fait, tout ce travail-là, ça a servi donc à formuler un guide qualitatif, architectural, un guide de repère du réemploi, à la fois physique, donc établir une liste des matériaux possibles à réemployer, mais aussi dématérialisé, c'est-à-dire comment faire que l'âme du quartier, la mémoire, subsiste au nouveau projet. Et qui désormais fait partie donc d'un concept pour l'établissement d'un nouveau quartier qui... Alors c'est un peu un nom marketing que je laisse à mes clients, mais qui est le quartier Stockholm Wood City. Je vous invite, si vous voulez, à regarder sur leur site avec le QR code. Vous pouvez lire sur le site du projet. Donc, l'Atlas de la transformation, c'est finalement un travail assez analogue, qui travaille quand même sur le réemploi dématérialisé. Mais pour aller un peu plus loin dans le réemploi matériel, très physique, les éléments de construction, on a aussi investi dans la recherche et le développement en interne, pour créer un processus fluide, digitalisé de travail du réemploi, qui s'adapte finalement aux bases de données du réemploi, telles que celle de Cicibil, dont je vous montrais un exemple avant. Cet outil s'appelle White Recapture. Il rassemble en fait des informations précieuses sur le potentiel de réutilisation d'un bâtiment dans une maquette 3D qui est donc à l'épreuve du temps, facile à utiliser
et qui est donc facile à mettre à jour aussi. Je souhaitais faire une petite pause pour que vous n'ayez pas ma voix tout le temps. Donc je vous propose de lire un petit peu. J'ai une toute petite vidéo sur cet outil qui vous présente un peu comment il fonctionne. Donc, petit intermède musical. Vous étiez bien studieux, moi j'ai trouvé un peu le temps long. Mais je continue, je vais vous montrer un peu quand même un exemple pour illustrer cet outil, comment on a pu l'utiliser dans un projet pour que ça devienne un peu plus clair pour vous. Toujours un peu une démarche de montrer l'exemple, d'essayer de pousser un peu les lignes. On a approché un de nos clients qui disposait d'un bâtiment qui était voué à la démolition. On a essayé de lui proposer une solution alternative. Ce qui nous a également donc permis de tester l'outil digital dont je parlais, mais aussi de voir qu'on peut démontrer à ce client pour ce projet-là, mais aussi à d'autres clients, qu'il est possible de faire une diminution des coûts de 25% et une diminution par 2 des équivalents carbone. J'y reviens. C'est ce projet donc, du complexe Lumi, qui est un complexe de bureaux à 1 heure de Stockholm, dans la ville d'Uppsala. C'était donc un bâtiment, une administration, un bâtiment commercial de bureaux des années 70, qui était voué à la démolition. Alors malheureusement, certaines parties n'ont pas pu être conservées, c'était en dehors de notre contrôle, mais on a réussi à persuader donc, les clients de conserver, et la municipalité aussi, de conserver une partie de ces bâtiments-là, que vous voyez la partie verte. Donc c'était un bâtiment qui a été considéré comme condamné, de par sa faible hauteur sous le plafond, une logistique de distribution un peu datée, et donc avec finalement peu de chances d'être sauvé. Même dans un pays où il y a beaucoup d'innovations sur l'environnement, on en voit toujours beaucoup de démolitions. Donc ce complexe, il avait des entrées centrales, donc une conception uniquement faite pour des grands locataires, avec très peu de flexibilité et qui ne permettait pas d'avoir différentes tailles de locataires. Une mauvaise isolation thermique, mauvais accès à la lumière du jour, aucun rapport au niveau de la rue. Donc c'est finalement, en fait, pour nous, ça a été la mission d'inverser tous ces facteurs, de montrer que c'est possible d'inverser tous ces facteurs. Donc on a créé de nouvelles entrées en reliant les 3 corps de bâtiment ensemble avec un atrium, une cage d'escalier centrale. On a doté la façade finalement d'une meilleure isolation thermique, de fenêtres plus grandes, de nombreuses cellules photovoltaïques intégrées. On a ajouté 3 étages aussi, en abaissant partiellement les planchers à plusieurs endroits pour faire place finalement à des cafés, des magasins, des entrées. Mais on avait effectivement, outre le réemploi du bâtiment, donc finalement une rénovation du bâtiment, une rénovation lourde, on avait aussi des objectifs de réemploi beaucoup plus poussés. Donc on a conservé 80% de la structure et des fondations, et en faisant ça, on a raccourci le temps de chantier, les coûts évidemment.
Et on a économisé 170 kg de CO2 équivalent par mètre carré par rapport donc, à une construction neuve performante en structure bois. Donc, vous pouvez aussi imaginer donc, l'équivalent par rapport à une structure non performante en structure béton. Mais donc, comme je vous disais, un objectif de maximisation, finalement un projet pilote pour faire plus de réutilisation, de réemploi, mais aussi essayer de le faire de bonne manière en donnant la priorité aux éléments les plus intéressants. Donc, par exemple, le mobilier qui est vendu aux entreprises et au public, pas réutilisé sur le projet. Mais les portes, les vitrages intérieurs sont réutilisés après reconditionnement. On a aussi une dalle béton qui est surélevée, donc qui est soulevée, qui est repositionnée sur une nouvelle toiture. On a donc de la menuiserie fixe qui est réutilisée après reconditionnement. On a aussi des briques silico-calcaires qui sont réintégrées dans le bâtiment. On a également un réemploi d'escaliers, de parties béton, de revêtements de sol, de faux plafonds, d'équipements de chauffage et d'électricité, et de sections de bois évidemment. Je vous en parlais, ce travail a été permis aussi avec l'outil Recapture, donc vous voyez une petite démonstration. En fait, l'outil permet de formuler et d'aider au remplacement d'éléments neufs qui sont proposés lors des phases de design, donc par des éléments de réemploi. Donc, dans ce projet-là, la base de données est finalement celle du bâtiment lui-même. Ça pourrait être une base de données externe. Et elle permet donc de travailler au réemploi finalement de façon assez simultanée. Donc comme vous voyez, les petites portes jaunes sont les portes qui ont un potentiel, en effectuant une modification peut-être de dimension ou de positionnement, d'être reliées à la base de données et de s'assurer plus des réemplois. C'est une méthode de travail qu'on a aussi voulu développer, pas seulement pour les étapes où le projet est déjà en cours, mais aussi pour des étapes de concours, donc des étapes d'esquisse où on n'a peut-être pas forcément toutes les données, mais dans ce cas-ci, c'était donc une compétition à Berlin qui visait au réemploi d'un bâtiment de parking sur le même site. Donc malheureusement, elle n'a pas été remportée, elle a été remportée par Lenderger au Danemark. L'idée de ce développement pour cette compétition, c'était de partir d'un bâtiment qui était déjà voué à la démolition et de réemployer. La proposition, c'était de garder plus de structures que prévu. Ça n'a pas été forcément la solution gagnante, comme je vous le disais. Mais on a en tout cas pu développer un outil aussi qui nous a permis, sur les bases de Recapture, de travailler de façon plus itérative avec un processus de création qui est intégré au réemploi. Juste une petite image, puisque vous ne verrez jamais ce bâtiment. Je vous le montre quand même voilà, pour vous situer un petit peu. Mais on revient à l'OMI, donc au complexe de bureaux. Je vais juste vous montrer un peu les différents aspects du réemploi et des formes de réemploi. Donc les briques silico-calcaires, déconstruites, replacées dans les endroits où elles ont une fonction d'acoustique, par exemple. Le plâtre, les profilés de cloison en aluminium, on a sauvé environ 105 tonnes de plâtre qui devaient être autrement finalement des déchets. Donc une action assez simple, c'est de retourner les plaques de plâtre. Donc parfois c'est des gestes très simples, mais il suffit d'avoir la volonté, d'avoir un client, d'avoir les moyens de tester. Donc certains murs ont été quand même construits avec du plâtre neuf, hein, je vous le cache pas, pour les pièces humides ou des pièces qui avaient des nécessités de sûreté. Un des gros enjeux en termes si vous voulez, de carbone, c'était donc les dalles en plancher béton qui étaient déjà présentes sur le bâtiment, qui ont été donc surélevées. Donc c'est les anciens édicules à ventilation qui ont été déplacés et repositionnés donc sur la partie haute de la surélévation, qui ont été testés. On a également des portes, des cloisons vitrées, donc qui ont été réemployées après soit peinture, soit replaquage, en fonction des cas. Ce qui est surtout intéressant, c'est l'image de droite, c'est en fait un espace pilote qui a été fait à échelle 1 dans le projet pour tester donc la méthode, pour tester les classes sonores, les classes incendie. Donc vous avez finalement une maquette du projet en lui-même pour en tester ses capacités. On a également les tôles d'aluminium donc de toiture qui étaient par chance non traitées, donc qui a pu être recyclées, enfin réemployées si on veut retisser en revêtement décoratif sur la tour de l'ascenseur et qui est utilisé donc aussi sur certaines parties que vous verrez peut-être pas mais qui sont en façade à l'entrée. On a aussi, ça c'est plus une anecdote, mais c'est quand même intéressant. On a rempli aussi les gaines existantes qui n'étaient plus nécessaires. Donc on les a comblées finalement avec des blocs qui ont été sciés dans la structure pour faire d'autres ouvertures, donc, qui provenaient de parties démolies de la structure. Alors j'avais prévu de vous montrer finalement que des visuels 3D de ce projet. Là vous avez un petit voyage à Uppsala, vous avez le château et la cathédrale. Mais vous avez aussi la terrasse du projet, les intérieurs, donc ça c'est en étape de projet. Mais finalement,
j'ai eu une petite surprise avec un timing un peu parfait. Enfin, surprise, je le savais depuis quelques jours, mais on a pu avoir une vidéo avec aussi l'architecte responsable du projet. Donc, il y aura un petit peu de répétition sur ce que je vous ai dit, mais c'est surtout pour que vous puissiez voir les images du projet réalisé qui va avoir son inauguration donc, cet été. Comme vous l'avez vu, donc un projet aussi hautement digitalisé dans sa méthode, donc avec l'application de l'outil Recapture, mais aussi la volonté du client de disposer d'une maquette digitale, d'un jumeau en fait digitalisé pour pouvoir permettre aussi le réemploi futur du bâtiment. Alors on espère qu'il aura un cycle de vie le plus long possible et qu'il n'aura pas besoin de démanteler, mais c'est en tout cas aussi un des enseignements qu'on a tiré de ce projet-là. Après un exemple finalement entièrement relié au cœur du métier de l'architecte, donc vraiment à l'échelle du bâtiment, je voulais forcément provoquer quelques-uns d'entre vous et s'interroger donc sur le rôle de l'architecte peut-être, qu'il faudrait parfois ne plus être architecte ou encore savoir lâcher le crayon ou lâcher la souris. Lâcher le crayon, je m'explique un petit peu, pas vraiment complètement, mais peut-être juste assez, maintenir le trait juste assez pour permettre le réemploi. On en a parlé aujourd'hui, mais entre les premières esquisses d'un projet jusqu'à l'inauguration, on a un processus qui est très long, qui est particulièrement long pour la commune de Stockholm. J'ai un peu honte de vous le dire, mais c'est pour des projets de 10 ans. Pour des projets de logement, c'est environ 10 ans, de la première étape jusqu'à la fin. Donc un projet étalé
sur plusieurs années, avec en général une conception de façade et des matériaux utilisés qui sont décidés très tôt. Alors c'est particulier à la culture du projet suédois, et dès le processus finalement de master plan, où il convient finalement de tenir et de garder la qualité architecturale du bâtiment. Par tradition, cette qualité, elle s'est faite à travers les matériaux choisis. C'est une tradition qui n'a pas d'appui législatif, donc on a eu un rôle finalement, on a voulu mettre au défi un peu cette qualification, cette tradition de travail qui est reliée aux matériaux, pour parler plutôt finalement de matière, mais pas de matériaux, pas de produits en réalité. Donc s'attacher à développer des qualités intemporelles du bâtiment et de le faire finalement d'une façon assez générique pour qu'il puisse s'adapter à un futur qu'on ne connaît pas encore. Donc sur ce projet de bureau qui allie donc patrimoine et existant et donc nouvelle construction, on a eu un processus un peu différent avec sans arrêt une multiplication de propositions de différents matériaux et un travail finalement qui est plus sur le module, sur la composition, à la fois pour permettre des futurs usages, donc adapter la façade à travers ce module simplifié, une grille modulaire adaptative au rez-de-chaussée notamment, et aussi adaptée à la grille de bureau à l'étage, mais qui est adaptée aussi peut-être à des transformations pour permettre du logement dans les normes standards qu'on connaît actuellement. Malheureusement, on n'a pas le futur du standard du logement en Suède, mais c'est une adaptation finalement à un bâtiment générique qui permet toutes ces adaptations, et qui permet aussi, dans ce module, d'insérer en tout cas de démontrer qu'il est possible d'insérer des matériaux dont on ne connaît pas encore l'approvisionnement. Alors sur le site, il se trouve qu'on a beaucoup de briques de réemploi, c'est un site industriel où il y a déjà eu des démolitions qui ont lieu, mais on n'est pas certain qu'on en ait assez pour tous les bâtiments qui vont être construits. Donc c'est intéressant de se poser la question de l'approvisionnement et de finalement concevoir un bâtiment qui n'est pas lié à un produit, mais qui est plutôt lié aux proportions, aux ombres, à la composition modulaire, et qui permet finalement de sécuriser d'autres aspects qualitatifs de l'ouvrage et de l'architecture, tout en permettant finalement un avenir où on peut fournir cette façade avec des matériaux issus du réemploi selon l'approvisionnement futur du chantier. Et je vous parlais de ne plus être architecte, en tout cas de questionner le rôle de l'architecte. Alors nous, pour être une entreprise multidisciplinaire, ça fait partie un peu de notre ADN, mais d'essayer de collaborer avec d'autres. Et c'est ce qu'on a essayé de faire donc, avec notre client, donc Vasa Kirunnan, qui est un client qui est semi-privé, semi-public, où on a fait un projet pilote en fait, où White n'a plus le rôle d'architecte, simplement un rôle de coordinateur de réemploi. Donc c'est un rôle qui nous a permis en fait d'enrichir notre expertise, mais également de, comme je vous le disais, penser les bâtiments, même pour nous, pour les futures conceptions, comme des banques de matériaux. Donc ce bâtiment le bâtiment Cleomet était donc près de quai, donc sur la côte ouest de la Suède, près de Göteborg, avec donc des problèmes de niveau d'eau, donc une construction qui était une déconstruction inévitable. L'objectif 100% réemploi, c'était celui du projet. Alors, vous me direz, est-ce que c'est bien réaliste ? Pas forcément, mais il fallait vraiment sortir d'une zone de confort et oser un peu, sur ce projet pilote, avoir des grandes ambitions. À mi-chemin du projet, on était déjà sur 100 tonnes de matériaux qui auraient pu être ainsi sauvés, avec comme équivalent carbone 200 tonnes. On a des façades en aluminium qui sont récupérées, un béton écrasé pour faire de l'agrégat. Donc on s'est vraiment interrogé à toutes les échelles finalement du réemploi, donc du début, c'est-à-dire le recyclage, jusqu'au vraiment réemploi d'éléments entiers. Donc le rôle de White, ça a été finalement d'apprendre, de mettre en place un modèle d'évaluation sur mesure pour créer donc une stratégie de réemploi qui évalue tous ces flux circulaires et ces matériaux et essayer d'apprendre le plus possible pour l'avenir et pour notre pratique future des projets. Donc voilà, quelques exemples, quelques actions pour conclure, donc qu'on a essayé d'effectuer ces dernières années à plusieurs échelles, sur plusieurs projets. Donc je serais content de revenir ensuite avec vous si vous avez des questions sur ce point. Je voulais évidemment remercier cette organisation parfaite de la journée et puis vous remercier aussi de m'avoir écouté. Et je termine avec une image qui est un petit peu une bande-annonce. Alors c'est pas un dessin animé pour les architectes, mais c'est un peu un avant-goût d'un projet très réel que je ne pouvais pas vous montrer aujourd'hui, mais qui s'intéresse aussi aux questions de réemploi dans le quartier de la Chine Est, donc avec une illustration de mes collègues qui en ont la charge. Et je laisse la parole à la suite. Merci pour moi.